Bienvenue sur les épisodes du collectif So Wow. So Wow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa, et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du collectif So Wow. Je suis Valentine Gattard et je suis accompagnée de Delphine Zanelli et de Marie Robert. Bonjour à vous deux et merci de partager le deuxième épisode au format interview avec moi. Bonjour. Bonjour Valentine, bonjour Marie. Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de démarrer notre échange, je tiens à remercier les 4 partenaires du collectif So Wow, Yemanja, Skill & You, Bigger et Urban Sports Club, qui soutiennent notre travail et nos explorations. C'est donc le deuxième épisode de notre collectif dédié à notre thématique 2024 intitulée « Comment créer un nouvel équilibre dans la relation talent et entreprise ». On va aborder ensemble le côté philosophie, puisque Marie, tu es une philosophe aux multiples casquettes, et nous avions à cœur d'avoir ta lecture sur notre sujet, prendre un peu de hauteur et y réfléchir avec soin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices ? Avec grand plaisir. Merci d'abord de m'inviter et de me faire réfléchir à un si beau thème. Je suis donc Marie Robert. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais un fil conducteur très marqué, celui de la transmission. Ma toute première casquette, c'est que j'ai été professeure de philosophie. J'ai été, et je continue à l'être d'une certaine manière, d'abord à la fac, puis au lycée, puis dans différents espaces. Ma deuxième casquette, c'est que je suis chef d'entreprise éducative. J'ai cofondé 4 écoles ainsi que 2 crèches, donc un groupe éducatif. Et puis ma troisième casquette, c'est la transmission sur différents supports, notamment à travers un podcast, à travers des livres. Je suis en train d'écrire mon 6e. Et le fil conducteur, c'est toujours ça, mettre la pensée au centre de nos vies, de l'entreprise à l'école. Merci beaucoup pour cette présentation effectivement très riche. On voit à quel point ça va venir alimenter notre recherche. Alors j'aimerais démarrer notre conversation par te demander quel éclairage tu peux nous apporter sur le concept même de relation. Donc c'est vraiment un des fils qu'on va tirer dans notre étude sur l'importance des mots, des concepts. Et celui-ci, il est vraiment important. Qu'est-ce que cela dit que l'on s'interroge sur la relation entre talent et entreprise, qui sont ces 2 entités qui incarnent d'une part un ensemble de personnes et de l'autre une structure morale et conceptuelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là ? Alors, c'est honnêtement une des notions qui m'intéresse et qui me fascine le plus, la relation, parce que au fond, elle interroge d'ailleurs une bonne partie de nos relations. La relation, littéralement, c'est se poser la question de la relation, c'est se poser la question de qu'est-ce qui nous relie. La relation, c'est qu'est-ce qui est, de quoi, de quelle substance, de quelle essence, de quelle matière est faite nos liens. Dès lors, la relation, c'est s'interroger sur 2 choses. À la fois ce que nous avons en commun, donc quel est ce fil avec lequel on tisse nos rapports, mais aussi, dès lors, ce que nous avons en commun et ce qui nous différencie. C'est-à-dire, la relation ne fait pas l'économie, ne met pas juste de côté en disant, ce qui est important, c'est notre ressemblance ou notre partage ou notre en commun. La relation intègre aussi la différence. Parce que nous sommes reliés sur quelque chose, eu égard à tout ce qui nous sépare aussi. Et ce qui nous sépare n'est pas forcément négatif. C'est ce qui nous différencie, nos problématiques, nos besoins, nos priorités. Donc, il y a vraiment ce double rapport. Donc, interroger la relation, c'est interroger ce qu'il y a de plus passionnant, en fait. C'est de quoi est fait cet espace quand 2 individus se font face. C'est incroyable. C'est vrai que souvent on la catégorise, on se dit bonne ou mauvaise relation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise, ou est-ce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation ? Alors, je répondrai peut-être en 2 temps. D'abord, j'aurais envie de dire, s'il y a relation, elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est déjà incroyable. Je dirais qu'il y a plutôt, est-ce qu'il y a une relation ou est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est plutôt ça. Et je crois que bien souvent, ce qu'on qualifie de mauvaise relation
en réalité, c'est une relation inexistante. Une absence. Une absence de relation. Alors attention, ça ne veut pas dire que la relation est toujours quelque chose de fluide, d'épanouissant, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle n'intègre pas des moments de confrontation, des forts moments d'altérité, comme je viens de le mentionner, des moments vraiment d'opposition. Mais il y a ce lien, cette volonté du lien, cette pensée de l'espace. Ça, c'est une bonne relation. Quand finalement il y a juste un rapport d'opposition, ou un rapport de toxicité, ou un rapport de mépris, ou un rapport d'autorité, est-ce qu'il y a une relation ? À mon sens, non, il n'y en a pas. Oui, de quelque part, la relation, c'est quand chacun participe, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que je disais, c'est le en commun, et que la relation demande une posture active. D'où l'idée de participer à la relation. Oui, de chaque partie. On va venir maintenant à la deuxième partie dans notre question. Il y a la relation avec l'entreprise. On trouvait qu'il était intéressant de s'arrêter sur le rôle de l'entreprise dans la cité. Quel est son rôle aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il a évolué. Qu'est-ce qu'on en attend? L'entreprise, vraiment l'entité au sens global. Bon, alors je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'entreprise a un rôle fondamental. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'est pour ça que je prends tant de plaisir d'ailleurs à intervenir en entreprise. Tant de plaisir, mais tant d'enjeux aussi. Aujourd'hui, l'entreprise est un levier transformationnel de la société. La place de l'entreprise dans la cité, se poser cette question-là, c'est se poser finalement la place du travail, de la modalité, du mode de vie, de la responsabilité. Et en fait, aujourd'hui, alors en Grèce antique, l'oisiveté était suffisamment présente pour que le travail soit pas du tout interrogé. Donc la cité, ce qui la composait, ça allait être d'autres individus, d'autres paroles, beaucoup de gens qui ont la possibilité de penser, de faire de la philosophie, de faire de la politique. Aujourd'hui, le levier transformationnel, il est ni dans l'oisiveté, ni dans la politique, qui bien souvent est soit dans la réaction, donc dans l'immédiateté, soit dans du temps tellement long qu'on voit pas le levier transformationnel, alors même que l'entreprise, c'est un espace où il se passe des choses et où les décisions vont directement non seulement impacter la vie des collaborateurs, la vie de ceux qui sont dans l'entreprise, mais aussi de leurs proches, mais aussi des gens dont ils vont autour d'eux, dont ils vont parler. Donc, les décisions prises en entreprise, quels que soient les sujets, mais mettons le sujet, moi je le vois, le sujet de l'intégration de la parentalité, de la temporalité, de la place qu'on donne des sujets de société, en fait, sont adressés directement au cœur de l'entreprise. Donc, l'entreprise, quelle que soit sa taille, a un impact immédiat de transformation du mode de vie des gens. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entités qui peuvent avoir cette prétention-là, en fait. Donc, c'est capital. Mais du coup, il y a beaucoup d'attentes envers l'entreprise. Voilà. Et l'entreprise, elle est composée de collaborateurs. Et les collaborateurs, c'est d'abord des citoyens. Donc maintenant, on pourrait s'attarder sur cette deuxième notion. Et pour toi, quel est le citoyen dans la société aujourd'hui? Comment il a évolué aussi? Et comment ça vient impacter cette relation avec l'entreprise? Alors, toute la difficulté aujourd'hui de penser la citoyenneté, c'est en fait penser la citoyenneté, c'est penser l'engagement. Alors, je m'explique. On disait tout à l'heure que interroger la relation, c'est interroger de quelle manière on est actif, de quelle manière on participe. Être citoyen, c'est participer à une communauté, participer à un vivre ensemble. Alors, être citoyen, ça peut être aller demander des nouvelles à son voisin. Et c'est déjà un type d'engagement. Ça peut être rejoindre une association, ça peut être faire un service civique, ça peut être aller voter. Il y a plein de modalités différentes. Toujours est-il qu'être citoyen, ça demande d'être, encore une fois, acteur de « je m'engage dans cet espace qui est le vivre ensemble, qui est l'État, qui est la cité au sens très large du terme ». Toute la problématique aujourd'hui, c'est que pour tout un tas de raisons, qu'il ne s'agit pas de stigmatiser, de caricaturer, on est quand même de plus en plus dans un repli et dans une volonté justement de quitter la relation à l'autre au sens très large et encore plus à l'autre au sens de les autres et donc de ce grand espace qu'est la société en général. Donc la difficulté, c'est de réussir à peut-être réouvrir des espaces de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on peut être fâché avec l'ensemble de la société, ou on peut avoir envie de se désinvestir, on peut avoir envie d'être absent de la relation. Mais par contre, comment on recrée des espaces où on a envie justement d'être acteur et de s'engager?
Et je crois que de ce point de vue-là, pour revenir à la question sur l'entreprise, l'entreprise peut être un espace où on va avoir envie de s'engager vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ses collaborateurs, proposer des initiatives, je sais pas, enfin, qu'il se passe quelque chose. Donc, je crois que nous avons à penser tous ensemble à un redevenir citoyen, à redonner de la noblesse, en fait, à cette notion-là. Parce que redevenir citoyen, c'est s'octroyer la possibilité d'avoir une place dans la société, et une place qui est aussi une place transformationnelle. Mais ce que tu nous dis amène directement ma question suivante, qui est, en fait, pour regarder le sujet sous un angle politique plus global, comment est-ce qu'on peut refaire société ? Comment est-ce qu'on peut refaire aussi entreprise ? Complètement. Et je crois que on a traversé multiples crises qui nous ont conduit, je schématise, mais qui nous ont conduit à un individualisme très marqué. Bon, repli sur soi, parce que comme on n'a plus de récit collectif, bon. Et donc, on s'est particulièrement, et tant mieux, tourné vers le développement personnel, en interrogeant tout un tas de notions, et tant mieux si on est plus ancré, plus aligné, plus épanoui. Le souci, c'est que, qu'on se soit parfaitement développé personnellement ou non, on vit dans un espace multiple. On vit avec des gens. Et du coup, toujours repousser le vivre ensemble, l'altérité, les autres, c'est finalement se condamner à une forme d'aigreur, une forme de frustration, une forme de la société me convient pas, ou ma boîte me convient pas, ou mon groupe d'amis me convient pas, peu importe quelle que soit l'échelle. Donc, j'invite à vraiment s'interroger sur comment je fais le lien aux autres. Parce que l'espace relationnel dont je parlais, cet espace en fait de vide entre les autres et moi, il est existant, et plus je l'habite, plus il va être satisfaisant. Donc, il y a une volonté de dire, ok, on en fait un sujet. Et on en fait un sujet du vivre ensemble. Donc, je crois énormément à la micro-action, et ça peut commencer à comment je réinterroge ma relation avec mes collaborateurs, donc comment je réinterroge ma relation dans mon entreprise, et pas juste l'entreprise comme une espèce d'entité figée qui soit vraiment cette espèce de grosse masse, ma boîte, mon entreprise. Ok, à quoi j'appartiens, comment je l'habite, de quelle manière je le vis, quels sont mes leviers d'action ou non. Et en fait, bien souvent, quand on commence à tirer ce fil, on se rend compte que des leviers d'action, il y en a, que des possibilités, il y en a, que interroger la relation, il y en a. Mais c'est hyper intéressant, particulièrement ce que tu dis, parce que justement, on se disait, on voit l'entité entreprise, et on se posait la question de comment on peut remettre du lien dans ce qui n'est pas personnifié, dans ce qui n'est pas identifié. Et c'est vrai qu'on a vraiment le système de l'entreprise, et souvent ce qui fait chavirer la relation, finalement, c'est souvent une problématique humaine. Donc à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment c'est composé uniquement d'humains. Donc comment on peut penser justement cette relation à l'aune de cet enjeu-là, d'avoir ce système unifié, cette personne morale de l'entreprise, alors que finalement ce sont des rapports, des relations d'humain à humain à l'intérieur. Donc tu donnais déjà quelques pistes d'exploration. Qu'est-ce qu'on peut en dire davantage ? Je pense qu'il faut revenir à à décomposer l'entreprise. C'est amusant parce que je fais le parallèle souvent avec l'école. Moi, je passe une partie de ma journée à entendre parler de l'école. L'autre jour, la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, moi, j'ai eu un très mauvais rapport à l'école. Et je l'invitais à réfléchir mais très mauvais rapport avec qui ? Avec les camarades de classe, avec les professeurs, avec l'administration. En fait, on n'a pas un mauvais rapport. Ça n'existe pas. On peut avoir une frustration ou une aigreur qui fait qu'on rejette l'ensemble, mais la première chose à faire, c'est déjà décomposer. Est-ce que c'est mon binôme ? Est-ce que c'est mon équipe ? Est-ce que c'est mon N+1 et mon N+2 avec qui, en fait, il y a peut-être cette absence de relation qui me donne l'impression d'appartenir à un système qui m'échappe. Donc, c'est faire ce travail de décomposition. C'est Paul Ricoeur qui parle souvent des réformes et qui a une notion que je trouve très belle. Il parle du changement et de notre peur du changement, et il dit il faudrait penser le changement de proche en proche. C'est-à-dire, au lieu de penser qu'il y a une entité qui décide
d'un changement et on a l'impression qu'on est dépossédé, expérimenter le changement à d'abord un tout petit groupe. Ok, ça marche ou ça marche pas, puis on élargit, ça marche ou ça marche pas, puis ainsi de suite. Pour la relation, on pourrait travailler la relation de proche en proche et essayer exactement comme dans tout type de communauté d'ailleurs, même dans une famille. On peut tout autant rejeter une famille. Alors, non pas, loin de moi, l'idée de comparer l'entreprise à une famille, mais cette idée de dire avec quel membre, en fait, se joue une éventuelle tension, une éventuelle incompréhension. Donc, vraiment faire ce travail déjà de proche en proche pour décomposer ce qui peut effrayer. Et après, se poser la question de est-ce que, justement, ce vertige qu'on peut ressentir parfois dans l'espace professionnel, il est lié à des individus ou est-ce qu'il est lié, et tout ce travail d'introspection nous permet de l'interroger, à peut-être des modalités de rythme, de logiciels. Non, mais il y a des gens j'ai déjà eu des témoignages d'individus qui me disent, non, en fait, il y a des outils qui fondamentalement me dépassent. Mais faire ce travail-là, ça permet de se dire, OK, où est-ce que ça coince? Et arrêtons de penser le système, la société, l'école. Parce que finalement, c'est encore une fois une manière de se désengager. Alors non pas, on n'est pas responsable de tout, mais on a quand même toujours un levier possible quand on commence à décortiquer. Alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ton regard, on peut se dire que quelle est la responsabilité du système, quelle est la responsabilité de l'individu. J'avoue que moi j'ai tendance à penser que l'individu reste l'acteur du système. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit ça, mais voilà. Est-ce que c'est pas culpabilisant? Est-ce que renvoyer, dire la relation, on est l'entreprise quelque part est une personne morale, pas physique, donc mais nous en tant que personne physique acteurs, c'est nous qui avons cette responsabilité. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est entendable? Alors c'est une très bonne question. Étrangement, j'ai toujours, mais peut-être qu'il faut un peu plus prendre le temps de l'expliquer. Moi, je trouve que l'idée de la responsabilité nous libère énormément, plutôt que nous culpabilise. Parce que se sentir responsable, c'est aussi avoir la possibilité de dire « je ne souhaite pas rentrer dans cette relation-là ». C'est-à-dire que la responsabilité permet justement, après cette espèce de regard, puisque je suis acteur, puisque j'ai la possibilité d'interroger les choses et que je ne suis pas uniquement en train de subir, j'ai aussi la possibilité de dire non, de refuser de m'inscrire dans une absence de relation avec des individus avec qui je n'ai pas envie d'être en relation. Donc, la responsabilité n'est pas « je vais devenir un super-héros, attention, et je vais tout bien exécuter, et je vais devenir l'employé de l'année ». La responsabilité est de dire « à quoi j'appartiens ?» avec quoi je suis en accord et avec quoi je suis fondamentalement en désaccord. En poussant évidemment la réflexion à l'extrême, de dire si fondamentalement je suis en désaccord parce que je sais pas, par exemple j'ai un arrachement éthique vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle je travaille, quelles conséquences j'en tire? Peut-être qu'il est temps d'en partir. Peut-être qu'il est temps d'arrêter la relation. Et je trouve que dire qu'on est responsable de nos actes et ne pas, c'est Sartre, c'est l'existentialisme est un humanisme, et dire que on n'a pas de fausses excuses. On l'a souvent perçu comme quelque chose de culpabilisant, mais c'est aussi très libérateur parce que c'est se poser la question quel homme je veux être, quelle femme je veux être en fait. Clairement. Comment j'habite mon existence. Et après tout, à quoi je décide de fermer la porte aussi. C'est intéressant parce que quand on pose cette question, parfois certaines personnes disent oui, mais quand on pose cette question, on rentre dans un rôle. Qu'est-ce que tu en penses ? Fondamentalement, je crois pas qu'il y ait un rôle. Au contraire, je pense que c'est profondément existentiel, en fait. Je crois que profondément qui je veux être. Alors, qui je veux être n'est pas quelque chose de figé. Peut-être que la réponse qu'on donne, et heureusement d'ailleurs, n'est jamais figée. Mais il y a quand même, à cet instant T, qui je veux être en fonction de tout ce qu'il y a autour de moi, d'ailleurs. Parce que à différents moments de notre vie, ce qui je veux être, évidemment, qui va engager aussi d'autres individus que nous. Mais je trouve que cette question, elle est extrêmement pertinente et elle rend la relation, pour le coup, plus saine aussi vis-à-vis de l'entreprise. Oui, plus honnête aussi. Oui. On parle beaucoup d'authenticité aujourd'hui. On est en quête d'authenticité, mais c'est vrai que c'est important qu'on puisse, on parle d'être soi dans l'entreprise, de choses comme ça. Donc effectivement, ça passe par le fait de se questionner.
Ça passe par le fait de se questionner dans le respect de l'autre aussi, comme tu l'as évoqué, parce qu'on reste dans une relation. Donc c'est. Et alors, il y a un point important par rapport à qui je veux être justement, qui est beaucoup ressorti dans les premières explorations qu'on a faites, notamment dans la bouche de Danielle Linhart, qui est une sociologue que tu connais peut-être, qui disait il est important qu'on reconnaisse la valeur professionnelle des collaborateurs. Aujourd'hui, on a un peu tout mélangé et on oublie leur valeur professionnelle. Et reconnaître leur valeur professionnelle, c'est les interroger sur leur travail, sur le sens de leur travail, sur comment ils font leur travail, voilà, les considérer comme des professionnels. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes dans les investigations que tu fais aussi dans les entreprises? Est-ce que aujourd'hui, cette relation est un peu difficile parce que quelque part, voilà, c'est vrai qu'une relation, elle fonctionne à deux, elle fonctionne quand on se sent considéré. Est-ce que le curseur n'est plus au bon endroit? Bon, il y a une notion, mais qui rejoint tout à fait ce que tu décris, c'est la notion de reconnaissance. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth qui dit que ce dont on a le plus besoin dans la relation, quelle qu'elle soit, et quel que soit le type de relation, c'est de reconnaissance. La reconnaissance, trivialement, il y a différents stades de reconnaissance. Il y a la reconnaissance affective qu'on peut avoir à l'égard de ses proches, etc. Il y a la reconnaissance juridique et il y a la reconnaissance symbolique pour justement nos compétences, ce qu'on est, ce qu'on produit, ce qu'on fait. Le problème d'avoir cette espèce de volonté de penser l'individu, c'est que parfois on s'éloigne de la tâche et de la clarté par rapport à qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il le fait, quel est fondamentalement ce mail traité, où est-ce qu'il va, à quoi il participe, de quelle façon il est fait, comment on a, et je mesure ce que je suis en train de dire, mais peut-être que dans le redevenir citoyen dont on parle, il y a aussi remettre de la noblesse dans nos actes de travail. C'est magnifique aussi de travailler. C'est magnifique en fait de participer, de faire quelque chose, de donner vie en fait à quelque chose auquel on croit. On est tellement habité, et pour des raisons qui se justifient par la notion de labeur, par la notion de difficulté, on a tellement, et je crois que les générations à venir sont encore plus marquées, été dépossédées par l'idée d'une entreprise qui broie, d'une entreprise qui empêche, d'une entreprise qui contraint, qu'on a oublié que la tâche, le travail en lui-même, pouvait être quelque chose précisément de passionnant, de reconnu en fait. Quand on a travaillé pour réaliser quelque chose, pour produire, un projet, quand on a même préparé une réunion et que la réunion se passe bien, il y a une satisfaction intime qui est extraordinaire. Et ensuite, il y a la reconnaissance. Et la reconnaissance, et là je le vois parce que c'est aussi un rapport éducatif, puisque l'école, de toute façon, intègre toutes ces notions-là, c'est pas juste la bonne note. C'est le fait de se dire, OK, là, j'ai été compétente, et bien du coup, le projet avance, et on va plus loin ensemble, et on donne naissance à plein de choses. Et c'est générateur de joie, en fait. Ça crée de la joie. Et je crois que, sans doute qu'on est dans une période très très mouvante, donc il y a tellement de choses à redéfinir que, évidemment, tant mieux d'ailleurs qu'on bouscule. Mais se dire que notre travail peut être aussi une source de joie collective, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est passionnant. Puis ce sont aussi effectivement des notions qui nous sont très chères sur l'ouvrage, l'artisanat, effectivement l'épanouissement à travers aussi le travail. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure quand tu parlais de l'émergence du développement personnel, de l'exploration de soi, parce que il y avait moins de récits collectifs auxquels adhérer. Dans la société dans laquelle on est, dans le monde dans lequel on est, comment finalement on peut combiner cette exploration de soi qui est nécessaire avec aussi tout ce qu'on disait sur les notions de l'engagement, les notions du lien, de notre responsabilité dans la relation. Donc comment on combine cette exploration de soi et l'écriture de nouveaux récits collectifs ? Eh bien, je crois en cessant de penser que c'est contradictoire. En fait, fondamentalement, en arrêtant de se dire que mon développement personnel est forcément un paradoxe avec le développement collectif. En fait, bien au contraire. Je parlais tout à l'heure de la notion d'engagement, parce que c'est une notion qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelques années, j'ai coécrit un livre sur le service civique. Et c'était assez intéressant
d'observer. Alors, c'est une structure particulière, le service civique. C'est des jeunes entre 16 et 25 et 30 ans si on est en situation de handicap, qui vont rejoindre une mission pendant un certain nombre de mois. Mais ce qui était intéressant, c'était d'observer que pour la plupart des témoignages, ils arrivaient justement avec l'idée que même si c'est quelque chose qu'ils souhaitaient, ça allait être une contrainte et on allait demander un effort qui était en contradiction avec leur envie profonde. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils se rendaient compte de ce que l'engagement en fait produisait, de ce que ça avait de réconfortant, de la fierté que ça pouvait enclencher, de en fait le fait de se dire moi je me développe en ayant confiance en moi, quand je réalise des tâches, quand je vois l'impact que ça a, ça me donne de la confiance et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on travaille en développement personnel, l'alignement, l'ancrage, la confiance, où est-ce qu'on les expérimente ? On les expérimente justement en se frottant en fait à d'autres systèmes, en se frottant en vivre ensemble, en les faisant vivre. La difficulté, pourquoi on a ça en tête ? Pourquoi on a cette contradiction ? Ça sort pas de nulle part. C'est juste, je crois pas du tout à la lecture de on est des enfants pourris gâtés et égoïstes et du coup c'est pour ça qu'on est individualiste et que absolument pas. C'est juste qu'on nous a souvent mis en tête un rapport hiérarchique et pas un rapport relationnel. On pense juste que dans la vie, et alors là, l'école, je pourrais vous en parler pendant des heures, qu'en fait, quand même, un enfant, la finalité, c'est qu'on veut qu'il obéisse bien. Donc ensuite, on reproduit ce système aussi en entreprise, on veut qu'il obéisse, et puis s'il obéit pas, c'est pas bien, c'est mal. Mais en fait, on construit aucune relation. Et donc, évidemment, si on veut juste que la personne obéisse et que nous, on part complètement d'un autre côté, on va avoir envie de devenir individualiste et de quitter cet espace-là. Si on dit, non, je veux pas que tu obéisses, je veux qu'on co-construise, en fait. Et ça veut pas dire qu'il y a pas de cadre, ça veut pas dire que tout est permis, ça veut pas dire qu'il y a pas d'enjeu, ça veut pas dire qu'il y a pas de responsabilité. Mais je veux qu'on co-construise quelque chose, là, ça va pas contre le développement personnel. Au contraire, le développement collectif est un incroyable accélérateur de développement personnel. Et là, c'est pas une lubie de ma part. Le sport collectif en est un excellent exemple. Les gens sont jamais, les équipes qui fonctionnent et qui arrivent à faire équipe, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est pas du tout évident, en fait, individuellement, les gens sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanouis parce qu'ils ont justement un espace collectif qui leur a permis d'optimiser cet épanouissement individuel. Mais c'est hyper intéressant ces parallèles avec l'école et le sport qui vont aussi avec un autre sujet, un autre angle qu'on voulait aborder avec toi, qui est celui de la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de confiance et de défiance face au monde du travail. Et alors toi, tu as récemment d'ailleurs publié un épisode de podcast sur le sujet de la confiance. Toi, quelles sont tes interprétations et observations sur l'état de la confiance dans notre société et par conséquent l'impact que ça a sur cette fameuse relation talent-entreprise? En fait, on a un mal fou à faire confiance. Là, je parle pas de la confiance en soi, je parle vraiment de la confiance en l'autre. On a un mal fou à faire confiance. Parce que on s'est mis en tête qu'il fallait des process de vérification. Donc, on a mis tout un tas de processus de vérification parce que, en fait, la confiance, c'est vertigineux de faire confiance. C'est terrible, en fait, quand on y pense. Puisque le principe même de faire confiance, c'est faire confiance sans preuve. Sinon, ce n'est pas de la confiance. C'est extrêmement différent. Donc, se faire confiance à quelqu'un, donc accepter la possibilité d'être trahi, la possibilité d'être déçu, la possibilité que ça fonctionne pas, c'est toujours un saut en avant, mais se faire confiance, il fonctionne d'autant plus, parce que c'est difficile de donner sa confiance, il fonctionne d'autant plus, justement, qu'il y a eu un lien, qu'il y a eu de la relation, et qu'il y a une espèce de connaissance de l'individu. Faire confiance à quelqu'un que tu as vu 3 fois sur Zoom, et qui est juste un nom dans ta barre de mail, c'est extrêmement difficile. Faire confiance à quelqu'un avec qui tu as passé un peu de temps, avec qui tu as déjà eu l'occasion de travailler, avec qui tu as déjà eu l'occasion d'expérimenter quelque chose, ça va beaucoup plus facilement se mettre en place. Donc, le faire confiance est très éprouvé aujourd'hui parce qu'on a remplacé le faire confiance par des processus, en fait, de vérification qui,
génère de la défiance. Puisque si je vérifie, c'est que au fond, fondamentalement, je te fais pas confiance. Ce que tu dis fait écho. Je suis toujours étonnée. J'anime pas mal de séminaires avec des comités de direction et je commence toujours par une grande exploration mutuelle de qui ils sont. Pas existentielle du tout, mais voilà. Et en fait, globalement, ils découvrent qu'ils se connaissaient pas. Et donc, comment... Parce que là, tu vois, j'en prépare un sur la problématique. C'est la confiance, c'est la collaboration, c'est tout ça. Et en fait, je me dis, à partir du moment où les gens ne collaborent pas complètement ou sont pas complètement en confiance, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est pas qu'ils veulent pas, en fait. Ça veut dire ils ont pas créé cette relation. Et donc, potentiellement, ils pensent l'avoir puisqu'ils ont une relation professionnelle. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, à un moment donné, qu'est-ce qui est nécessaire dans la relation pour tisser, voilà, sans aller non plus, parce que c'est aussi un biais que je peux apercevoir, sans aller non plus partager toute la sphère personnelle qu'on n'a pas envie de partager. Donc en fait, voilà, c'est trouver un peu le juste milieu, mais effectivement, je pense qu'on pense souvent avoir créé une relation, alors qu'en fait, on n'a pas vraiment créé. Non, mais tu sais, il y a un point qui m'a profondément marqué, mais qui rejoint exactement ce que tu dis. Il y a quelques années, j'ai animé, c'était juste après le confinement, j'ai animé une conférence en ligne sur les émotions. Bon, je fais une conférence, 45 minutes, ok, les émotions en philo, la place des émotions, etc., etc. Au bout de 45 minutes, les écrans étaient éteints, les caméras étaient éteintes. Quelqu'un allume son écran et dit, en fait, moi, ça me fait dire tout ça, je voulais vous dire, voilà, ma mère est morte il y a 15 jours. Extrêmement surprenant comme moment. Les autres allument aussi leur caméra en disant mais pourquoi tu nous l'as pas dit ? J'ai pas trouvé d'espace pour vous le dire. Et en fait, en plus, il s'avère que visiblement cette femme vivait en plus avec sa mère, un deuil compliqué. Et là, tout d'un coup, des situations complètement absurdes. Mais je t'aurais pas demandé de faire ce dossier aussi vite si j'avais su, etc., etc. Donc, et en fait, ce moment était marquant. Parce que là où je te rejoins, il s'agit pas d'être intrusif. Il s'agit pas tous les matins de raconter à ses collègues les tenants et les aboutissants de ce qui se passe chez soi. Il s'agit juste d'avoir la possibilité de rendre cet espace de deuil, de naissance, de qu'est-ce qui nous traverse et qui impacte ce qu'on a envie de mettre dans la relation aussi. Parce que évidemment, quand elle dit « je t'aurais pas mis la pression sur ce dossier », évidemment, savoir que quelqu'un est en train de traverser quelque chose qui va de toute façon biaiser la manière dont elle va adresser son travail, c'est fondamental. Là, il n'y avait pas de relation. Et je reviens à ma métaphore sportive. Je pense que je vais peut-être changer d'orientation. C'est fascinant de voir que les équipes, et pour avoir beaucoup étudié les rapports d'intelligence collective d'un point de vue conceptuel, les équipes qui fonctionnent le plus, c'est les équipes, on les enferme 15 jours ensemble, en fait. Alors, il s'agit pas dans le monde professionnel de prendre les gens et de les soustraire à leur vie pour les enfermer ensemble pour passer du temps. Mais je suis une grande militante tout de même de ces temps informels qui permettent d'apprendre à se connaître. Alors, se connaître dans un cadre qui est le cadre professionnel, mais qui permet d'apercevoir un tout petit peu ce qu'est l'autre. Quand on disait la relation, ce sont nos différences culturelles, nos différences émotionnelles, nos différences cognitives, nos différences de compréhension. Eh bien, la relation, ce en commun, il vient avec toutes ces différences. Et pour intégrer ces différences, encore faut-il les avoir en tête. C'est très marquant dans les réflexions autour du handicap invisible, par exemple. Le handicap invisible, on n'a pas toujours envie d'en parler. Quand on connaît pas la personne et quand on n'est pas du tout en relation, en fait, on va pas du tout savoir qu'il y a cette dimension-là. C'est un exemple encore différent du deuil, mais c'est un exemple tout aussi marquant sur quel est le minimum, en fait. On ne peut pas entrer en relation s'il n'y a pas un minimum de connaissance de l'autre. Et peut-être qu'il faut revenir à ça, en fait, à cette connaissance d'autrui, en fait, d'acceptation de « Ok, qui es-tu » Parce que pour fonder notre « qui suis-je », encore faut-il être capable d'interroger ce « qui es-tu ». Et c'est une fois qu'on a fait ce travail qu'on arrive à un « qui sommes-nous » qui est quand même la question la plus philosophique de l'humanité. Je voudrais aussi revenir sur ce que tu disais au tout début, qui est dans la relation, c'est ce qu'il s'agit aussi, c'est de mettre en commun, donc non seulement mettre en commun les différences, et aussi de voir tout ce qui nous relie.
à travers ces différences-là et qui nous fait partager l'expérience commune qu'on a tous. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et j'aimerais aussi qu'on ait en tête ce que tu as partagé comme exemple de cette personne qui a dit « je n'ai pas eu l'espace pour le partager ». Donc de garder cette notion vraiment en tête d'espace pour créer ces relations, pour créer la confiance. Est-ce que Marie, tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer ? Non, la seule chose que je voudrais ajouter, mais c'est pas un ajout, c'est plus une manière de l'acter, c'est que ce en commun demande de l'effort. C'est évident. La relation demande de l'effort avec nos enfants, avec nos amours, avec nos collègues, avec nos amis. Mais il n'y a rien de plus réconfortant, en fait, que ce en commun. Quel que soit l'espace intime ou professionnel, je crois que le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'avoir une possibilité de cesser de voir ce monde comme menaçant, mais comme un terrain possible de vivre ensemble, c'est un enjeu fondamental. Oui. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Merci Marie. Merci Marie. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode avec Marie Robert vous aura apporté des clés de lecture intéressantes sur les transformations du monde du travail et ce qui se joue aujourd'hui dans l'équilibre de la relation entre talent et entreprise. Pour continuer à suivre nos travaux, nous vous invitons à suivre nos 4 podcasts, Chef, L'entreprise de demain, Le Tilt et Work Narratives, dont vous trouverez les liens en description de l'épisode, ainsi que notre page LinkedIn sur laquelle nous publions régulièrement les nouvelles de nos projets et travaux. À très bientôt pour un nouvel épisode du collectif So Wow.